Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Michel Houellebecq, extension du domaine de la lutte, l'un de ses tout premiers romans. Je crois que c'est celui qui l'a fait connaître en 1994. Il y a donc bien longtemps, il y a bientôt 30 ans. Houellebecq, le nom fait un peu peur, ou dégoûte un peu, ou on s'en méfie, et je m'en méfie. J'avais lu il y a bien longtemps La possibilité d'une île qui ne m'avait pas trop plu, et je m'étais dit Houellebecq, bref, voilà. Peut-être qu'il incarne notre époque, mais il l'incarne dans ce qui est déplaisant. Et lui-même est déplaisant, et il l'est de plus en plus. Et je n'ai pas très envie d'aller lire ses derniers livres, où il me semble, pour ce que j'en ai entendu parler, il y a une espèce de surenchère dans la provoque, qui n'est peut-être pas si intéressante que cela. Mais donc, je suis quand même allé lire ce livre-là, Extension du domaine de la lutte, parce qu'il était déjà assez court, et puis ensuite parce que c'était le regard sur le monde du travail qui m'intéressait. C'était aussi cette idée d'un homme un peu paumé, un peu seul, qui assiste aux dérives du monde contemporain et qui les décrit. Et au fond, il le fait bien, avec ses décalages, avec un humour assez sombre, qui parfois dépasse légèrement certaines limites, avec pas vraiment de style par contre, mais une ironie qui peut séduire, et qui peut-être, dans ses premiers livres, avant qu'il y ait une sorte de marque Houellebecq qui soit brevetée et adulée par une certaine presse et rejetée par d'autres, il me semble que peut-être que c'est dans ces livres-là, les premiers, qu'il y a des choses intéressantes à voir. Et donc, bon, de quoi s'agit-il? D'un type qui bosse dans l'informatique, qui est un peu seul, qui doit aller en province pour expliquer le système nouveau à des gens qui parlent un peu de son boulot, puis des rencontres qu'il fait, et puis des obsessions de son collègue pour les femmes. Puis bon, il va tomber en dépression, devenir malade, il va se passer des choses un peu glauques dans toute cette histoire-là. Au fond, bon, une histoire assez sordide, mais rendue avec sans doute un regard qui colle à cette société qui se montre comme étant une société dynamique, le monde de l'informatique, les nouvelles technologies qui révolutionnent le monde de demain, et puis qui en fait est peuplé de personnages qui sont malheureux et qui ne savent pas comment vivre. Voilà un bout du chapitre 3 où on est presque dans l'essai, ou en tout cas dans une réflexion sur ce que c'est que vivre dans notre monde. La difficulté, c'est qu'il ne suffit pas exactement de vivre selon la règle. En effet, vous parvenez, parfois de justesse, d'extrême justesse, mais dans l'ensemble vous y parvenez, à vivre selon la règle. Vos feuilles d'imposition sont à jour, vos factures payées à la bonne date, vous ne vous déplacez jamais sans carte d'identité, et la petite pochette spéciale pour la carte bleue. Pourtant, vous n'avez pas d'amis. La règle est complexe,
multiforme. En dehors des heures de travail, il y a les achats qu'il faut bien effectuer, les distributeurs automatiques où il faut bien retirer de l'argent et où si souvent vous devez attendre. Surtout, il y a les différents règlements que vous devez faire parvenir aux organismes qui gèrent les différents aspects de votre vie. Par-dessus le marché, vous pouvez tomber malade, ce qui entraîne des frais et de nouvelles formalités. Cependant, il reste du temps libre. Que faire? Comment l'employer? Se consacrer au service d'autrui? Mais au fond, autrui ne vous intéresse guère. Écouter des disques? C'était une solution, mais au fil des ans, vous devez convenir que la musique vous émeut de moins en moins. Le bricolage, pris dans son sens le plus étendu, peut offrir une voie, mais rien en vérité ne peut empêcher le retour de plus en plus fréquent de ces moments où votre absolue solitude, la sensation de l'universelle vacuité, le pressentiment que votre existence se rapproche d'un désastre douloureux et définitif se conjuguent pour vous plonger dans un état de réelle souffrance. Et cependant, vous n'avez toujours pas envie de mourir. Voilà un peu l'ambiance mentale de ce personnage qui dit vous ici, mais qui parle de lui. Parce que la littérature de Houellebecq est une littérature du jeu, et il parle au fond que de lui. C'est peut-être aussi ce qui nous dérange, c'est cet égocentrisme, mais qui, là aussi, est totalement dans l'air du temps. Alors notre personnage, il se trouve à faire des présentations sur des systèmes informatiques pour le ministère de l'Agriculture, donc à des gens qui ne s'intéressent pas spécialement à l'informatique, mais bon, il y a des personnages qui apparaissent dans ces séances de travail où on est là pour... on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, ça cause, et puis voilà, on voit des gens, et ce qui est intéressant, c'est la manière dont Houellebecq décrit ces gens du monde du travail. Au cours de la matinée, un 7e personnage fera des apparitions épisodiques, venant égayer l'aréopage. Il s'agit du chef du service études informatiques du ministère de l'Agriculture, celui que j'ai raté l'autre jour. L'individu semble s'être donné pour mission d'incarner une exagération survoltée du personnage du patron jeune et dynamique. Dans ce domaine, il bat de plusieurs longueurs tout ce que j'ai eu l'occasion d'observer auparavant. Sa chemise est ouverte comme s'il n'avait vraiment pas eu le temps de la boutonner et sa cravate penchée de côté comme pliée par le vent de la course. En effet, il ne marche pas dans les couloirs, il glisse. S'il pouvait voler, il le ferait. Son visage est luisant, ses cheveux en désordre et humides comme s'il sortait directement de la piscine. À sa première entrée, il nous aperçoit, moi et mon chef. En un éclair, il est près de nous, sans que je comprenne comment. Il a dû franchir les 10 mètres en moins de 5 secondes. En tout cas, je n'ai pas pu suivre son déplacement. Il pose sa main sur mon épaule et me parle d'une voix douce, disant combien il est désolé de m'avoir fait attendre pour rien l'autre jour. Je lui fais un sourire de madone, je lui dis que ça ne fait rien, que je comprends très bien et que je sais que la rencontre, tôt ou tard, aura lieu. Je suis sincère. C'est un moment très tendre. Il est penché vers moi et vers moi seul. On pourrait croire que nous sommes deux amants que la vie vient de réunir après une longue absence. Bon, ça transpire l'ironie, ce passage-là. Et en même temps, la description de ce chef, de cette parodie de patron pressé au point que la cravate est elle-même pliée et qu'il glisse dans les couloirs plutôt que de marcher, elle est assez bien sentie. Dans cet univers-là, il y a ce genre de personnage-là. Mais ça, c'est l'apparence. Cette histoire amoureuse, ce coup de foudre presque avec l'apparition de ce personnage, évidemment, c'est du bluff, c'est l'image qu'on veut donner. Derrière, la vie est beaucoup plus terrible. Et puis,
il y a ceux qui n'arrivent pas à correspondre à ces images figées. Le patron dynamique, par exemple, ceux et celles. Il y a par exemple un personnage qui s'appelle Brigitte Bardot, mais qui physiquement est très loin de Brigitte Bardot telle qu'on la connaît ou telle qu'on l'a connue dans ses heures de gloire. Et la description de la laideur chez Houellebecq est d'une très grande cruauté. Au moment où je l'ai connue, dans l'épanouissement de ses 17 ans, Brigitte Bardot était vraiment immonde. D'abord, elle était très grosse, un boudin, et même un surboudin, avec divers bourrelets disgracieusement disposés aux intersections de son corps obèse. Mais eût-elle même suivi pendant 25 ans un régime amaigrissant de la plus terrifiante sévérité, que son sort n'en eût pas été notablement adouci, car sa peau était rougeâtre, grumeleuse et boutonneuse, et sa face était large, plate et ronde, avec de petits yeux enfoncés, des cheveux rares et ternes. Vraiment, la comparaison avec une truie s'imposait à tous de manière inévitable et naturelle. Elle n'avait pas d'amis, ni évidemment d'amis. Le premier est avec un E et le deuxième sans. Elle était donc parfaitement seule. Encore une fois, la solitude. Même si la description est extrêmement méchante, la comparaison avec la truie, particulièrement goujatte, mais tout d'un coup, paf, la solitude. Personne ne lui adressait la parole. Même pour un exercice de physique, on préférait toujours s'adresser à quelqu'un d'autre. Elle venait en cours, puis elle rentrait chez elle. Jamais je n'ai entendu dire que quelqu'un l'ait vue autrement qu'au lycée. En cours, certains s'asseyaient à côté d'elle. Ils s'étaient habitués à sa présence massive. Ils ne la voyaient pas et ne se moquaient pas d'elle non plus. Elle ne participait pas aux discussions en cours de philosophie. Elle ne participait à rien du tout. Sur la planète Mars, elle n'aurait pas été plus tranquille. Je suppose que ses parents devaient l'aimer. Que pouvait-elle bien faire le soir en rentrant chez elle ? Car elle devait sûrement avoir une chambre avec un lit et des nounours datant de son enfance. Elle devait regarder la télé avec ses parents, une pièce obscure et 3 êtres soudés par le flux photonique. Je ne vois rien d'autre. Quant au dimanche, j'imagine trop bien la proche famille l'accueillant avec une cordialité feinte, et ses cousines, probablement jolies, écœurant. Avait-elle des fantasmes, et si oui lesquels, romantiques à la Délie ? J'hésite à penser qu'elle ait pu imaginer d'une manière ou d'une autre, et ne serait-ce même qu'en rêve, qu'un jeune homme de bonne famille, poursuivant ses études de médecine, nourrisse un jour le projet de l'emmener dans sa voiture décapotable visiter les abbayes de la côte normande. À moins peut-être qu'elle ne se soit préalablement revêtue d'une cagoule, donnant ainsi un tour mystérieux à l'aventure. Ces mécanismes hormonaux devaient fonctionner normalement, il n'y a aucune raison de soupçonner le contraire. Et alors ? Est-ce que ça suffit pour avoir des fantasmes érotiques ? Imaginait-elle des mains masculines s'attardant entre les replis de son ventre obèse, descendant jusqu'à son sexe ? J'interroge la médecine, et la médecine ne répond rien. Il y a beaucoup de choses concernant Bardot que je n'ai pas réussi à élucider. J'ai essayé. Il va se rapprocher d'elle. Mais voilà, une dimension de Houellebecq qui... Est-ce qu'elle est plaisante ? Non. Elle est cruelle. Elle est peut-être aussi lucide. Elle ne s'embarrasse pas de métaphores et de litotes et d'euphémismes. Elle n'enjolive pas. Elle gratte où ça fait mal. Et parfois ça devient même plus glauque encore. Il va
quasiment poussé un collègue, très laid lui aussi, mais qui espère séduire des jeunes filles, il va quasiment le pousser à tuer l'une d'elles qui partait à la plage avec un beau métis de son âge. Lui est plus âgé. Et ça se termine tragiquement aussi, cette affaire-là. Et puis petit à petit, on sombre dans la dépression, dans une solitude plus complète encore, une forme de folie. Et le monde devient insupportable. Notre personnage va faire un séjour en clinique psychiatrique. Je sortis de la clinique un 26 mai. Je me souviens du soleil, de la chaleur, de l'ambiance de liberté dans les rues. C'était insupportable. Puis après, il va revenir à son passé le plus ancien. C'est également un 26 mai que j'avais été conçu, tard dans l'après-midi. Le coït avait pris place dans le salon sur un tapis pseudo-pakistanais. Au moment où mon père prenait ma mère par derrière, elle avait eu l'idée malencontreuse de tendre la main pour lui caresser les testicules, si bien que l'éjaculation s'était produite. Elle avait éprouvé du plaisir, mais pas de véritable orgasme. Peu après, ils avaient mangé du poulet froid. Il y avait de cela 32 ans maintenant. À l'époque, on trouvait encore de vrais poulets. La distance qui est prise ici, qui est terrible, c'est un passage absolument terrible que cette description de la conception du narrateur. Et cette phrase, surtout de la fin, à l'époque, on trouvait encore de vrais poulets. Tout romantisme, tout enduit de beauté et de douceur est effacé dans ce livre qui, au fond, effectivement correspond très bien, trop bien sans doute, à notre époque. Et si Houellebecq est un personnage qu'on aime détester, c'est parce qu'on aime aussi la détester, cette époque-là, que peut-être on demande au livre de nous en sortir. Mais là, il nous plonge. Il nous plonge comme on plonge les chats dans leur merde. Et ouais, c'est pas très agréable. Michel Houellebecq, extension du domaine de la lutte.